Bon, 14h02, ce que je vous propose, ce que je te propose, Simon, c'est on va se passer le relais comme ça, peut-être aussi se poser des questions. On va se roder aussi un petit peu à la chose au fil des différents épisodes. Ce que je te propose, Simon, c'est de te présenter, et puis je fais de même, et après, je pense que c'est toi qui prends la suite pour le début. Tout à fait. Donc, je vais me présenter. Donc, Simon Collage, je travaille chez Festo Didactique depuis maintenant 6 ans au sein de Festo France et je suis responsable du marché de l'éducation en France. Donc, toute la relation avec les institutions, les enseignants et également sur cette thématique extrêmement importante qui est l'industrie du futur. Merci, Simon. Pour ma part, je suis le responsable de la partie formation et conseil chez Festo, donc on travaille en parallèle, Simon et moi. Euh, on développe des formations, en particulier sur les technologies d'automatisation, évidemment, mais on a une expertise aussi en supply chain management. Je trouve que je suis expert dans ce domaine-là et on embraye fortement sur l'industrie 4.0. Donc aujourd'hui, je peux vous dire qu'on est un peu impressionné par le nombre de personnes, pardon, qui sont là, mais c'est notre volonté de partager avec vous et de grandir avec vous parce qu'on a aussi des choses à apprendre et c'est en s'exposant un petit peu de cette façon-là qu'on va certainement progresser nous aussi. En plus, on a la chance d'avoir nos collègues de la Belgique qui sont présents. Donc, ça montre que ce type de présentation, on n'a aucune frontière. Bien, allons-y pour ce premier chapitre. Donc, on a décomposé la présentation donc en plusieurs parties. L'idée, c'est en premier lieu, de pouvoir travailler et de pouvoir vous présenter d'où vient cette notion d'industrie 4.0, mais aussi sur la notion de pourquoi faire au final cette industrie 4.0. Et effectivement, après, dans un dernier temps, de pouvoir travailler sur les briques technologiques qui sont associées à cette industrie 4.0. Si on continue à avancer, euh, donc sur ce premier chapitre, effectivement, à la découverte de l'industrie 4.0, ce qui nous semble intéressant dans cette explication du pourquoi, c'est de regarder un peu l'environnement et de pouvoir, je dirais, se baser sur des éléments que l'on peut retrouver dans des magazines. Alors là, par exemple, vous avez par exemple un exemple du magazine américain Fortune qui a pris l'habitude depuis plusieurs décennies d'établir des classements annuels, qu'il s'agisse de sociétés, de personnalités, de réseaux d'influence, etc. Et dans ces cas, et dans cette logique, pardon, le Fortune 500 classe les 500 plus grandes compagnies américaines en termes de chiffre d'affaires annuel généré et tous les secteurs confondus. Et effectivement, là, on vous propose de pouvoir faire une comparaison, si je puis dire, entre ce qui s'est passé entre celui de 1965 et celui de 2015. Et en 60 années, euh, on peut voir à la slide suivante que simplement que 11% des entreprises qui étaient nommées en 1955 euh, étaient encore présentes en 2015, ce qui représente quand même un changement fondamental dans le paysage économique. Et à la slide suivante, je pense que le meilleur exemple qui est connu de tous, c'est effectivement Nokia. Nokia qui, avec ses téléphones, était en très bonne position, avait une position de leadership pour pouvoir conquérir ce monde, s'est fait détrôner à une vitesse extrêmement rapide. Ce que ça nous apprend et l'image que l'on reprend dans la slide suivante, c'est véritablement que aujourd'hui, ce ne sont pas forcément les plus forts qui survivent, ni les plus intelligents, mais ce sont surtout ceux qui sont le plus rapides à s'adapter au changement.
Et sans vouloir refaire l'actualité, on le voit actuellement, hein, sur lequel pouvoir agir de manière rapide nous permet de pouvoir rester en vie. Juste pour donner une vision un peu plus macro sur la diapo suivante, j'ai souhaité pouvoir, alors j'ai récupéré une petite animation qui est sur l'évolution des marques en termes de valeur, sur lequel on le voit donc depuis les années 2000 jusque en 2018, me semble-t-il, la montée en puissance donc des ce qu'on appelle des GAFA, avec Apple, Google, Amazon. Bon, il y a Facebook, hein, qui était aussi en train de monter en puissance, mais ça nous semblait, c'est une belle image en fait pour pouvoir représenter que un monde en une dizaine d'années peut être complètement modifié et aujourd'hui n'a plus les mêmes enjeux. Voilà. Maintenant, donc l'historique, Nicolas. Oui, merci Simon pour cette introduction qui met l'accent sur la nécessité d'évoluer, de s'adapter. Je me suis réintéressé, mais vraiment brièvement, pour l'occasion, en fin de compte. J'espère que vous m'entendez bien. Si vous mettez un petit plus là sur les chats, ça sera super. Je me suis intéressé pour l'occasion au moment où est sortie cette terminologie Industrie 4.0, parce que l'historique, c'est toujours intéressant et enrichissant d'enseignement. Et en fin de compte, ce que je retrouve, alors, je ne vous dirai pas que c'est la vérité vraie et la seule unique. Ce que j'ai retrouvé de plus ancien, que j'ai entre les mains, c'est ce fameux guideline de l'industrie 4.0, donc publié par le VDM. Alors, on est bien placé pour ça, puisque Festo fait partie de ce syndicat des constructeurs de machines allemands. On participe et on a récupéré donc, et on peut le partager avec vous, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le retrouver aussi sur le site du VDMA. Alors c'est un peu particulier parce que c'est pas directement sur le site, c'est sur un site associé où ils font des focus par grand thème. Et donc cette version a été diffusée en anglais en 2016. Et si on remonte un petit peu, on voit que ça a été publié en fait en allemand en 2015. J'ai vu transparaître là sur une publication d'un cabinet de conseil qu'il y avait une relation avec la foire de Hanovre 2011. Alors, vous voyez, si par hasard vous aviez des informations sur ce sujet-là, on est preneur. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que cette publication, on comprend son sens. À ce moment, les constructeurs de machines allemands ont commencé à se rendre compte que leur belle mécanique était mise en danger par une sorte d'attaque sur leur marché, par des softs, par des applications qui venaient se greffer sur leur machine. Voilà, pour faire simple, ils ont perçu ce risque-là et à ce moment-là, ils commençaient à se dire, eh bien, il faut que l'on réfléchisse à aller plus loin en termes de mécanique, on intègre du digital et qu'on propose des solutions complètes. C'est important de comprendre ça parce que du coup, ça revient à un positionnement stratégique sur le marché. C'est aussi important parce que du coup, ce qu'ils ont fait, proposer dans ce guideline, c'est une certaine démarche avec un référentiel dont on reparlera un peu plus tard. Alors, maintenant qu'on a posé approximativement, je dirais, et donné quelques explications sur le début, l'origine de ce terme industrie 4.0, avec Simon, on s'est dit c'est aussi bien, et c'est ce qu'on fait régulièrement en formation ou quand on fait des présentations, de réexpliquer un petit peu le sens de ce terme-là. Alors, c'est certainement un rappel pour beaucoup d'entre vous, mais on pensait aussi s'adresser à un certain nombre d'étudiants ou de personnes débutantes sur le sujet. Et Simon et moi, on s'est proposé de reparcourir cette frise pour vous l'expliquer brièvement, on va dire. Tout à fait. Donc, une frise bien connue, hein, parce que diffusée est très importante pour comprendre aussi les différentes étapes. Nous, ce qu'on a souhaité montrer à travers cette frise, c'est que ce que l'on remarque, c'est que sur les différentes révolutions industrielles, on alterne les progrès techniques et les progrès humains.
Si je prends effectivement la 1.0, je dirais, où la mécanisation, la vapeur et je dirais de nouvelles approches techniques ont permis de pouvoir produire autrement. On se rend compte que quand on est passé au 2.0, le Fordisme et le Taylorisme en sont des exemples sur lesquels on a pu organiser le travail des hommes autour d'un produit que l'on vient construire. Et effectivement, après, on a vu arriver dans les années 1970 toute la partie automatisation, électrification, sur lequel ça a permis aussi aux machines de pouvoir avoir des capacités de travail aussi beaucoup plus importantes et aussi une simplification vis-à-vis des opérateurs pour pouvoir travailler dessus. Et on en arrive, je dirais, aujourd'hui à la 4e révolution industrielle où effectivement aujourd'hui on est sur des systèmes cyberphysiques, donc des systèmes qui sont capables de pouvoir travailler en autonomie, qui peuvent être reliés sur des réseaux, que ce soit des réseaux internes, mais surtout demain des réseaux externes. Et là, nous aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, on est sur un progrès humain parce que ça force l'ensemble des entreprises et l'organisation de l'entreprise à devoir repenser son modèle organisationnel où là effectivement l'homme a un rôle encore beaucoup plus prépondérant sur le rôle qu'il peut avoir et sur sa mission au sein de l'entreprise pour pouvoir servir l'ensemble des clients. C'est plutôt peu fréquent de voir effectivement cette manière d'insister sur l'aspect transformation et progrès humain. C'est aussi un parti pris, hein, on se rend bien compte qu'il y a des points de vue différents. Ça nous semble évident, en fait, quand on parle aussi des compétences et quand on s'intéresse aux compétences qui doivent évoluer, on nous pose des questions, l'industrie du futur, oui, comment il faut faire, mais aussi quelles compétences. On se rend compte assez rapidement que souvent, ce sont les compétences soft qui sont nécessaires et mises en avant, plutôt que systématiquement aller chercher des compétences pointues que l'on sait qui vont être vite obsolètes. Donc, mieux vaut peut-être être capable de réfléchir dans un environnement complexe, de être curieux, de savoir évoluer dans une logique floue. On s'en rend bien compte que les technologies qui sont là étaient déjà là depuis un certain temps et que ce qui est en train de se passer, c'est qu'il va falloir laisser une part d'activité pilotée entre les machines et se repositionner, donc de progrès humain, je parlerai de repositionnement de l'humain pour garder une vision, hein, la main sur une sorte de logique floue, hein, quand les machines vont se parler entre elles pour faire avancer des flux, il va falloir qu'on soit quand même encore capable de tenir la baraque et que ça ne reste pas une boîte noire. Donc voilà en quoi ça nous perturbe et c'est une vraie transformation. On en reparlera juste après. Alors, ce qui nous semble aussi important, c'est de rappeler pourquoi. Quel est le sens et la volonté qu'il y a derrière cette notion d'industrie 4.0. Alors, on peut reprendre un certain nombre de points assez banaux, on dira, sur la qualité, les coûts, le temps. Ça, c'est clair, c'est vraiment du déjà vu. Ce sur quoi on insiste en fait quand on fait la formation, et c'est peut-être un point de vue, mais en tout cas on y croit fortement, c'est d'abord qu'il y a une très grosse croissance de la volonté du client final de avoir son propre produit. Hein, quand on réfléchit un petit peu à l'évolution des variantes, on se rend bien compte qu'il y a un certain nombre d'années, quand on était tout jeune, voire pas encore né, il n'y avait que quelques bicyclettes. La dernière, je l'aime bien parce que j'ai un peu pratiqué ça. Et aujourd'hui, eh bien, si on fait le tour de tout ce qui existe, il y a vraiment une multitude de choses avec des tailles de roues différentes, des moteurs électriques et encore, on ne vous parle pas des hybrides ou à hydrogène qui vont pas tarder à exister, etc. Donc, on a vraiment un nombre de variantes exponentielles qui, qui doivent être gérées. Et ça, quand on fait des formations sur le supply chain management, c'est un des points de départ incontournables. C'est tout aussi valable pour la supply chain que l'industrie du futur qui se mélangent intimement. Donc, première chose,
Il y a, grâce à Internet, la mondialisation, donc on en dira ce qu'on en veut avec les soucis qu'on vit aujourd'hui, mais il y a cette notion que beaucoup de variantes sont possibles et on les recherche, on attend ce genre de choses. Ça, c'est un premier point important qui s'est amplifié ces derniers temps. Et se cumulent à ça deux autres éléments, à notre avis. La nécessité de faire preuve de réactivité pour les industries et de flexibilité. Alors on le voit très très bien aujourd'hui avec en fait ces usines là comme je citerai comme ça au hasard chez Dior et qui revu leur ligne de conditionnement etc pour produire des gels hydroalcooliques où il y avait encore une usine pas très loin chez moi à Saint-Vulbas qui a transformé aussi sa manière de faire. Donc c'est des réajustements de fabrication là, ils sont forcés, voulus, mais dans le fond c'est extrêmement proche ce que les industriels ont besoin de faire aujourd'hui pour servir ce nombre de variantes, pour réagir aux variations sur des volumes, sur les tendances et les modes qui sont donc insufflés par les clients finaux que nous sommes. Donc réactivité sur la capacité à changer rapidement de voilure et donc s'ajuster en termes de capacité de production et flexibilité sur le mix produit qu'on est en droit d'attendre de ces industriels. Et il y a un dernier point, et je vous promets que ce point-là, je ne l'ai pas rajouté ce matin, ça fait déjà 1 an et demi qu'on fait ce genre de présentation et formation, c'est le fait d'attendre des industriels qui soient responsables avec cette notion d'économie circulaire, une certaine solidarité, une vraie prise en compte des problèmes sociétaux. Ça, c'est de plus en plus présent pour la stabilité, la durabilité des supply chains et de l'industrie au sens large. Donc voilà, trois grands éléments qui sont les éléments initiateurs en fait de l'industrie 4.0 sur lesquels on doit s'appuyer si on veut éviter de partir dans le travers d'être techno-push en fait de compte. Merci. Et effectivement, par rapport à ça, la question très juste qui peut en découler, c'est est-ce que finalement l'industrie 4.0, ce n'est pas simplement qu'une mode? Et effectivement, quand on reprend une courbe que l'on connaît bien, qui est la courbe de Gartner, pardon, sur les 4 différents points que l'on a que l'on veut visualiser, on a effectivement, on reprend dans la frise chronologique l'étape numéro 1 sur lequel on est sur l'industrie 4.0 présentée en 2011 à la foire d'Hanovre. Nicolas, si tu peux avancer. Voilà. Après, en 2015, effectivement, on a de plus en plus de sociétés qui se servent du terme industrie 4.0 comme outil marketing. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et après, on a finalement un peu le moment où tout le monde est un peu déçu, sur lequel on se rend compte que 2017, 2018, finalement, la technologie, l'industrie 4.0 n'est pas forcément la solution à tous les problèmes. La technologie ne va pas tout régler. Et aujourd'hui, et poursuivre attentivement l'actualité de l'AIF, qui est l'Alliance Industrie du Futur, on se rend compte que la tendance aujourd'hui, elle est sur, alors toujours la création de POC. On a les vitrines Alliance Industrie du Futur qui sont labellisées très régulièrement. Et aujourd'hui, on se rend compte que tout ça, ça commence à être rationalisé. Il y a une harmonisation aussi des pratiques et des compétences qui fait qu'on se dirige aujourd'hui vers un trend de production sur lequel on va pouvoir rentrer dans une action pérenne. Et concernant sur la slide suivante, on a véritablement cette vision, et en tout cas nous chez Festo, c'est ce que l'on porte sur le fait que l'industrie du futur, l'industrie 4.0, on est bel et bien sur des briques technologiques, mais pas que. Et chaque organisation, chaque entreprise, suivant ce qu'elle va, je dirais, produire, suivant les attentes de ses clients, on va avoir, je dirais, une orientation, une teinte qui va plus être effectivement technologique, homme, usine ou alors environnement, dans le seul objectif de pouvoir rester agile. Et là, je pense Alors, que… en fin de compte, c'est ce qui va nous guider sur les prochains épisodes, je dirais.
Est-ce que vous avez compris qu'on a brièvement recadré un petit peu cette notion d'industrie 4.0? On a évoqué rapidement ce pourquoi on pensait qu'il y avait eu une nécessité et une impulsion de départ. Et volontairement, on a laissé dans le titre de cet épisode le fait combien de briques, le fait de poser la question combien de briques technologiques y a-t-il dans l'industrie 4.0. Et c'est un petit peu ce que l'on voudrait démonter un petit peu comme croyance, c'est le fait que c'est pas parce que vous aurez une, deux ou trois, quatre briques technologiques que vous serez forcément industrie 4.0. Ce que l'on va vouloir parcourir avec vous, c'est progressivement euh, développer donc d'abord, et dans le prochain épisode, on va vous parler de ce référentiel du VDMA et du référentiel de maturité que Festo utilise pour que vous puissiez vous positionner et avoir une réflexion par rapport à votre positionnement sur les quatre cadrans que vous avez ici. Lequel a le plus d'enjeux pour vous peut être technique, c'est vrai, mais c'est aussi peut-être question de faire évoluer l'homme et l'organisation, la culture de votre entreprise, travailler à vous adapter par rapport à votre environnement et pourquoi pas revoir des méthodes comme le design thinking, ce genre de choses. On va y aller progressivement. C'est ce qu'on vous propose dans les prochains épisodes. On va notamment, comme je vous l'ai dit, vous poser des questions pour la prochaine fois sur ces icônes pour vous demander de réfléchir à, de quoi il s'agit et vous verrez qu'on, grâce à ces icônes que vous retrouverez, donc on vous expliquera tout ça dans le référentiel du VMA, on pourra aborder un certain nombre de technologies. Donc, ce sera une manière assez globale d'aborder le sujet. Et ensuite, on prendra un autre parti pris. Ça sera celui, dans le chapitre 3, d'aborder la notion de continuité numérique. Alors, l'autre continuité numérique, pas exactement celle qui consiste à partir de la conception du produit et à suivre sa, sa représentation graphique et son jumeau virtuel pour ensuite le voir fabriquer et suivre ses différentes étapes de vie, mais la continuité numérique que je dirais verticale, celle qui consiste à partir plutôt à partir du capteur pour remonter jusqu'à l'intelligence artificielle, et donc celle qui est beaucoup plus en lien avec la situation de production, la vie série des produits, la vie en fabrication des produits. Donc voilà pour ce qui va être de la suite des épisodes. Développer avec vous un partage d'informations sur les référentiels et ensuite évoquer un certain nombre de briques en partant par cette notion de continuité numérique. Donc pour la prochaine fois, essayez de regarder ce que vous trouverez comme information autour du VDMA et ses différentes icônes. Pour l'instant, on en reste là. Le prochain thème, ça sera celui-ci. En attendant, écoutez, première session de calage pour nous, de partage avec vous. Et j'ose dire, est-ce que vous aurez des questions? Même si vous êtes très nombreux, vous pouvez utiliser le chat. Il y a Peut-être Monsieur certaines questions. Mazur, ouais, il y a Monsieur Mazur qui nous pose la question sur la cybersécurité. Euh, Effectivement, la cybersécurité est un enjeu, est une conséquence en fait de l'automatisation. Et effectivement, ça fait partie des briques technologiques qui sont identifiées ou tout du moins des éléments majeurs. Et j'irais même plus loin que la cybersécurité, c'est quels sont tous les métiers, les nouveaux métiers qui vont apparaître, parce que ça aussi on n'en a pas forcément parlé, mais tous les métiers qui vont apparaître au niveau de la donnée et de la sécurisation des données, qui est importante à prendre en compte, effectivement. Ouais, donc, épisode prochain, on se positionne par rapport au référentiel qu'on donnera à partager. Épisode 3, on aborde la notion de continuité numérique avec cette naissance de la data. Et quand cette data commencera à circuler, épisode 4, je dirais, on pourra commencer à évoquer les notions de cybersécurité jusqu'à aller smart maintenance, intelligence artificielle, ce genre de choses. On va faire ça progressivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques? N'hésitez pas, avant de partir, de mettre un petit commentaire en disant ça vous a plu, ça vous a moins plu, qu'est-ce que vous souhaiteriez de plus, de moins. Tous ces commentaires seront relevés, donc utilisez le chat si ça vous est possible. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on réponde ou qu'on clôture? Pour l'instant, je ne vois pas grand-chose de nouveau sur... Ah si, je vois. Pour nous Ah, recevoir les les slides. slides.
Oui, bien sûr, on peut partager tout ça. Notre volonté, hein, c'est de réfléchir un petit peu comme une communauté de pratique, des personnes qui évoluent sur le sujet, donc pas de souci. Nous ferons ça au fil de l'eau, partager aussi les livres blancs qu'on a récupérés tout au long de nos travaux de préparation. Donc, Jean-Luc, si vous avez effectivement laissé votre adresse mail quand vous êtes connecté, il y aura de quoi vous répondre. Comment se positionne la France en industrie 4.0 versus les autres pays? Ah, ben ça, je pense que ça peut faire l'objet d'un épisode tout complet. Ce que l'on note quand même, c'est qu'on a su donner une coloration un peu plus humaine quand on regarde plus précisément ce qui se passe en Allemagne, en Chine. Je connais moins les États-Unis, mais on a et on pourra en parler de ce référentiel de l'AIF, l'Alliance pour l'industrie du futur, où on voit des composantes avec un nouveau mode d'organisationnel, euh, et puis un chapitre complet aussi sur les exosquelettes et les aides aux opérateurs. Donc, je pense que la France, peut-être que votre question était plus sur le volume d'investissement, mais je vous ai répondu sur la partie construction et périmètre couvert en fait par l'industrie du futur. Ok, j'ai votre adresse, Monsieur Diffels, merci. On a J'ai pris d'autres adresses. et effectivement là on va pouvoir tout récolter ce qu'on a dans le chat pour pouvoir vous envoyer l'information. Effectivement, alors deux choses. On a parlé de l'AIF. Effectivement, donc ça c'est l'organisme français, l'industrie 4.0. Effectivement, on est plus sur l'allemand. On sait qu'il y a différents pays qui sont organisés autour de plans de réindustrialisation. L'AIF, si vous allez sur Internet, vous tapez Alliance Industrie du Futur, vous allez retrouver l'ensemble des informations et des activités en fait qui sont proposées par l'AIF. Festo travaille avec l'AIF notamment sur les évolutions des métiers. Je suis d'accord avec une personne, Monsieur Safer, effectivement. C'est bref, c'est une demi-heure, c'est un format court. L'idée, c'est pas, voilà, c'est de faire des choses un peu punchy. On va aussi structurer les présentations et c'était important pour nous de travailler par épisode pour donner du contenu. Et effectivement de pouvoir aller plus loin en fait dans ce chapitre industrie du futur qui est riche et large. Et je crois que on remarque, en suivant les remarques des participants, il y a plusieurs sujets qui se distinguent et la Oui, moindre chose, ça serait peut-être de tirer une perspective sur les sujets à couvrir. On a tout à fait. effectivement des intervenants potentiels sur la cobotique, robotique. On a sur la sécurité des données aussi de quoi dire, des choses intéressantes partagées avec vous, intelligence artificielle aussi. On peut aller chercher aussi Ouais. d'autres informations au PCUA, etc. Évidemment qu'on a des relations IO-Link, avec le ouais, collectif IOLINK et tout à fait. évidemment, l'idée, ça sera évidemment de les couvrir petit à petit. Donc, on va s'inscrire dans une ligne éditoriale et on va décliner tout ça. En vous remerciant encore beaucoup Merci pour vos beaucoup. commentaires, c'est encourageant. Merci Simon en tout Bien cas. sûr. Pour, Merci à vous tous pour vos questions. Je vois que ça continue, donc on va toutes les reprendre avec Nicolas pour pouvoir préparer la suivante. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Festo France, que ce soit sur Twitter, LinkedIn, Facebook ou alors Instagram, pour pouvoir avoir tout le programme des différentes conférences et pouvoir suivre que ce soit les nôtres, mais aussi celles de nos collègues. À bientôt. La prochaine session, c'est demain avec un collègue, Arthur Le Pivert, qui va présenter des solutions Festo pour le monde de l'industrie. Donc, on vous attend aussi demain, même heure, même endroit, si je puis dire, pour pouvoir poursuivre ces mini-sessions.